Très heureux de vous retrouver une fois encore en direct sur la page Facebook de Kaina TV pour la deuxième émission consacrée à la candidature de Montpellier au titre de la capitale européenne de la culture. Comme vous le savez déjà, nous avons fait une première émission où nous avons discuté de ce que c'est que la capitale européenne de la culture et les avantages que ce titre pourra apporter à la ville de Montpellier et toutes les autres villes qui se sont associées à ce projet d'envergure. Aujourd'hui, nous allons mettre un peu plus l'accent sur la culture et un peu savoir comment la culture peut être un instrument d'unité, un instrument de solidarité entre les nations européennes, entre les peuples européens. Plusieurs invités sont avec nous. Damien Vieillevigne, administrateur de l'association Montpellier 2028. Nouma Ramboursin, directeur général du MOCO. Mitia Fedotenko et Nathalie Brun de la compagnie Autremina, également fondateur et co-directeur du projet Danse Platforma. Alain Mika et le jeune qui est avec nous aussi, Romain Tour. Et bien évidemment, nous sommes avec monsieur Talat El Singabi, qui est le directeur et fondateur des Internationales de la guitare. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Kaina pour cette émission. Bon, j'attends que vous me disiez aussi bonjour Islam, quand même. Bonjour Islam. Merci, merci. Alors, cette émission vous est diffusée en direct sur la page Facebook depuis le MOCO, qui est un espace dédié aux expositions, un espace tout simplement dédié à la culture. Voilà ainsi le décor qui est planté. C'est parti pour 1 heure d'émission. Je commence avec vous, monsieur Damien. Vous avez fait le choix, dans le cadre de cette candidature, d'affirmer l'importance et la force de la culture comme facteur de paix et de dialogue pour renforcer les personnes et les territoires. Pourquoi ce choix? Pourquoi la culture comme élément est crucial pour vous? Écoutez, le choix de la culture, finalement, ça apparaît comme un choix plutôt naturel. Notre territoire, on sait, dans tous les cas, qu'il doit échanger. Il y a des villes, des communes qui doivent échanger les unes avec les autres sur des thématiques qui sont bien plus larges que celles de la culture. Et la culture est un moyen à la fois efficace et, je pense, naturel pour que les territoires puissent échanger entre eux. Et il faut le rappeler que la candidature de Montpellier 2028, c'est la candidature de Montpellier, mais aussi celle de Sète, de la vallée de l'Hérault, du pays de Lunel, aussi du Pic Saint-Loup, puisqu'on a notamment des représentants, et qu'à travers la culture, on peut aussi, sûrement, travailler sur des enjeux territoriaux de manière pérenne. Et ça, c'est aussi intéressant. La deuxième manière aussi d'aborder les enjeux territoriaux par la culture, et notamment dans les échanges, c'est aussi la question de la perception. C'est vrai que les artistes, quand on les associe à la fabrique du territoire, à la fabrique de la ville, ont une autre perception des enjeux territoriaux qui, des fois, peuvent être un peu durs, un peu contraints par des enjeux à la fois politiques, de frontières, et puis historiques aussi. Et les artistes, par leur faculté de création, arrivent facilement à dépasser ces enjeux. Et ça, ça n'a pas de prix. Parfait, d'accord. On va revenir parler un peu plus en détail, mais je donne la parole à monsieur Nouma Ramboursin. On va vraiment parler de la culture. On met vraiment l'accent sur ça parce que elle est très, très importante, comme vient de dire M. Damien ici. Et selon vous, est-ce que la culture peut être vraiment un facteur de solidarité entre les nations européennes? Je crois que oui, vous avez parlé de culture. Moi, j'aime bien aussi le mot art. C'est un joli mot, art. Et je crois tout à fait. Là, nous avons une exposition au MOCO qui traite de musées qui se sont créés dans des temps de guerre ou dans des temps de guerre civile. Et nous voyons comment des peuples, y compris quand ils manquent de tout, y compris quand ils ont les pires difficultés pour vivre, pour se nourrir, pour se loger, continuent quand même à penser à la culture et à penser à l'art. Autrement dit, si vous voulez mon sentiment, je pense que la culture est aussi essentielle à un peuple que le pain dont il se nourrit.
Je pense qu'on est à ce niveau-là. Alors oui, bien sûr, comme vous le dites, c'est essentiel pour réunir les peuples, mais je crois aussi que c'est essentiel pour un peuple en lui-même, pour qu'il existe. Sans culture, un peuple finalement n'existe plus et se meurt. Je vous assure que, rassurez-vous, nous allons parler des arts parce que c'est très important pour vous. Vous avez commencé par ça. Nous allons revenir sur ça, nous allons en parler en détail et aussi du musée en exil. On vous donnera la parole de nous en parler en détail. Mais bon, nous avons aussi parmi nous M. Talat El Singabi. Je sais vraiment à quel point la culture elle est très importante pour vous, et la place que vous accordez à la culture. Vos coups de cœur, vos cris d'alarme sur la culture, tout ça, je suis au courant. Vous avez même dit que la culture n'a pas besoin de sédatifs, elle a besoin d'adrénaline. Parce que je sais à quel point vous êtes passionné par la culture. Et pour vous, comment la culture peut être un facteur d'unité, un facteur de solidarité entre les nations européennes? Je vais peut-être vous décevoir un tout petit peu parce que je ne pense pas que la culture, c'est quelque chose de neutre, c'est quelque chose comme un blanc d'œuf qui est sans goût, sans consistance, etc. Non. D'abord, je voudrais faire une citation d'un philosophe italien qui s'appelle Antonio Gramsci, qui disait que j'avance avec le pessimisme de l'intelligence et avec l'optimisme de la volonté. Il faut associer ça tout le temps. Parce que sans ça, on va mettre des chamallows partout, on va mettre des tartes à la crème partout et ça ne marche pas. Ça marche pas. La culture, d'abord, ce n'est pas neutre. Il n'y a pas de culture neutre. Et la France, elle est très bien placée pour ça. Parce que la France, c'est quoi l'exception française de la culture? L'exception française de la culture, c'est que les princes, c'est-à-dire que le gouvernant, il a un rôle primordial dans la culture. Ça a commencé par Louis XIV, même par François Ier. Bon. Les châteaux de Chamfort, c'est François Ier. Qui a invité le roi de Vinci, c'est François Ier. Donc ça a commencé très tôt en France. Et je signale simplement à l'époque, les États-Unis n'existaient pas. Bon. Donc, et depuis, c'est une tradition en France, que le rapport entre la politique et la culture est très important. Donc, la culture n'est pas neutre. Pourquoi? Parce que la culture, elle englobe beaucoup de choses. Je suis d'accord de l'importance des arts dans la culture. Mais la culture, c'est aussi l'architecture. La culture, c'est aussi la haute couture. La culture, c'est aussi le culinaire. Donc, c'est le terme culture dans l'anglais qui est plus fidèle. Même quand on fait de l'archéologie, quand on fait de l'architecture, etc., c'est de la culture. Donc il y a des aires géographiques et démographiques qui ont une particularité culturelle. Mais quand même, la culture est universelle pourquoi? Parce que le seul être vivant qui a une culture et qui est conscient de ces cultures, c'est l'être humain. Je ne connais pas des lions ou des girafes qui ont des cultures qui sont conscientes de leur culture. Non, non. Il y a l'être humain seulement. Et ce patrimoine culturel, il l'aide à avancer dans la vie. Donc, est-ce que la culture est élément de cohésion entre pays ou entre peuples? Je dirais non, pas du tout. Parce que ça peut être pendant la guerre civile en Espagne. Déjà, je reprends l'exemple, mais je le nomme, de Numa qui l'a dit. Pendant la guerre civile en Espagne, la meilleure œuvre qui était faite pour cette guerre civile, à savoir les Guernica, elle était faite à Paris, par Picasso. Donc, elle n'était pas faite en Espagne. En Espagne, on brûlait ce genre d'œuvre. Pendant les différents, ce qu'on appelle entre des guillemets, montées du fascisme, on a brûlé des livres. Autour Scola, il a fait un film magnifique qui s'appelle Un dimanche particulier ou quelque chose comme ça avec Mastroianni et Sophia Loren. Et les artistes, on l'a emprisonné sur le fascisme. En France, c'était ça, sous Pétain. Donc, la culture, elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. Et la première chose à laquelle on attaque, c'est la culture.
C'est vrai. Et de plus, et ça c'est très important parce que regardez par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'il fait, M. Wauquiez? Il attaque la culture. La première chose qu'il fait, il attaque la culture. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la culture, et là c'est une culture de classe aussi, ou de catégories sociales. Bon, il y a des gens défavorisés dans notre société qui ne posent pas mettre les pieds dans un opéra ou dans un musée, etc. Bien sûr, il y a beaucoup d'efforts. Montpellier est pionnier de ce point de vue, que les musées sont ouverts. La première théâtre municipal qui était ouvert à Montpellier, c'était le théâtre Jean Villard. C'était dans un quartier populaire. La première maison pour tous, c'était le Lagrange. Donc, il y a des exceptions. Bon. Mais, de ces faits, on a assisté dans les 30 dernières années de la naissance des cultures underground. Là, Noma, il peut vous le dire, les street art, les rap, toutes ces cultures underground qui n'avaient pas de droit à la cité. Donc, maintenant, c'est très prisé. Mais, je termine, il y a un artiste qui, par exemple, qui a vraiment mis ça très bien à l'honneur, c'est Basquiat. Basquiat, son travail, c'était quoi? Basquiat. Son travail, c'était vraiment des tags, des graphes. Et il devient un des artistes les plus chers du monde et les plus prisés. Et ce qu'il fait parle. Ça nous parle. D'accord. Je pense que monsieur Nouma va se retrouver dans certains de vos propos parce que déjà vous avez dit les œuvres ont été brûlées, tout ça là. Et je pense que ça a un lien avec le musée en exil que nous allons aborder un peu plus tard dans cette émission. Je reviens vers toi, Romain. C'est toi le plus jeune ici. Pour toi, la culture, quand on parle de culture, est-ce que pour toi ça peut être un facteur aussi de solidarité? Pour moi, oui, ça peut être un facteur de solidarité, mais je l'axerais surtout un facteur de rassemblement et d'émotion. Et je pense que nous, en tant que musiciens, c'est de groupe, c'est ce qu'on cherche à transmettre, c'est de l'émotion. Et c'est là, pour moi, la musique, c'est ça. Je la définirais comme émotion et de la transmission. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, nous, tous ensemble, ce groupe à transmettre lors des divers concerts. Et là, avec ce projet d'hymne de la culture, on peut vraiment transmettre nos émotions puisqu'on peut justement écrire la musique. Parfait. On va parler de ce projet, ne t'inquiète pas, tu auras tout ton temps de nous en parler en détail. Monsieur Alamika, pour vous, la culture, ça peut être un moteur d'unité, d'union entre le peuple? Oui, bien sûr. Après, ça dépend toujours ce qu'on en fait. Parce que la culture, comme vous l'expliquez, c'est aussi un moyen de diviser, de contrôler. Ouais. Mais nous, tel qu'on la conçoit, c'est un moyen de se rencontrer en ayant le temps de se rencontrer. C'est ce que permet le processus de création. On n'est pas dans l'urgence du quotidien. Ça permet également de se rencontrer entre générations, entre personnes du même territoire, entre personnes de classes sociales différentes. Et ça permet d'avoir le temps, un temps dépassionné pour se rencontrer. Donc voilà, pour moi, la culture, effectivement, elle peut permettre de rassembler. Très bien, merci beaucoup. C'est intéressant ce qu'on entend ici. Vous avez donné, Monsieur Talat, beaucoup de détails parce que quand on parle de culture, c'est pas seulement les arts, c'est aussi l'architecture, c'est aussi la musique, c'est aussi la danse. Et justement, en parlant de danse, nous avons ici avec nous Nathalie Brun et Mitya Fedotenko qui vont aussi nous parler. Selon vous, la culture, ça peut être un facteur d'unité ou pas? Oui, nous on le pense complètement avec la création de Danse Platforma, parce qu'on est vraiment en relation avec des artistes. Notre art, c'est la danse contemporaine. Donc ça permet vraiment d'être en relation avec les artistes, parce qu'il n'y a pas le problème du langage, un peu comme la musique. Et c'est vrai qu'en temps de guerre, comme on connaît aujourd'hui en Europe, les arts, la culture, la relation entre les artistes, créer des passerelles avec les artistes, reste le seul moyen de rester en communication et en lien et d'éviter les replis nationaux qu'on est en train de connaître en Europe. Donc nous, c'est vraiment notre démarche. Et c'est difficile, c'est complexe, mais c'est notre engagement, en tous les cas, avec Danse Platforma. D'accord. Avant de donner la parole à Mitya, moi je veux savoir, dis-moi, est-ce que tout le monde peut apprendre à faire la danse contemporaine? Parce que
franchement, moi, je suis nul en danse, mais je ne sais pas si moi aussi je pourrais Alors, apprendre moi, à je ne suis pas danseuse, hein, je ne peux pas te répondre, c'est Mithia le chorégraphe, moi, je ne suis pas danseuse. Ah. Mais en tous les cas, à Danse Platforma, on va on va proposer des ateliers pour les amateurs avec des chorégraphes qui vont venir de pays comme la Pologne, la Roumanie, l'Ukraine. Trop bien. Donc, il y aura des moments où les amateurs pourront apprendre. Après, tout au long de l'année, Montpellier est une ville de danse, hein, donc il y a plein d'endroits pour pratiquer la danse à tous les niveaux. Donc il faut se renseigner, il faut aller voir, Montpellier capitale européenne, ils vont te dire tout ça. D'accord. Alors maintenant à toi et Mithia, et dis-nous quelles sont toi tes idées, comment toi tu trouves la culture? Est-ce que la culture peut être un outil pour rassembler les peuples? À mon niveau à moi, en tant qu'un artiste russe d'origine ukrainienne, dans ma philosophie à moi, je distingue bien l'art et la culture, tout simplement parce que l'art, c'est un chemin. D'être artiste, c'est une vocation. Moi, avec mes diplômes, j'ai 5 architectes, les arts martiaux, je ne vais pas citer tout. J'ai choisi l'art comme un seul moyen d'exprimer mes émotions, mes pensées. Donc vraiment, je distingue l'art et la culture pour être peut-être plus, je ne cherche pas le sens des mots, mais chorégraphe, c'est un statut, par exemple. Artiste, c'est une vocation que j'ai choisie quand j'étais petit, à l'âge de 8 ans. J'ai bien senti que c'est par la danse que je peux m'exprimer. Mais quand on parle d'un statut de chorégraphe ou directeur d'une compagnie de danse ou producteur dans ce platforma, ça c'est vraiment un statut qu'on m'a attribué. D'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui, si je me nomme chorégraphe, je peux le faire 10 000 fois, mais si les autres ne me reconnaissent pas tant qu'eux, je peux créer dizaines de pièces, mais ça va être échoué si les autres disent « Ah oui, effectivement, c'est un chorégraphe ». Donc, pour parler de la culture, je laisse... bon, bien sûr Nathalie et moi, on est opérateurs et d'une manière ou d'une autre, on définit ce qu'on appelle la politique culturelle, où voilà, cela devient effectivement, avec nos actions, ce qu'on fait dans ce platforma, ou avec les pièces qu'on crée au sein de la compagnie Autre Mina, on se dit, la culture, c'est cela qu'on propose aux spectateurs. Mais moi, personnellement, je préfère opérer en tant qu'artiste, parce qu'en tant qu'artiste, je sais que je m'adresse directement de moi, d'un cœur à l'autre. Et c'est un dialogue sur le plan horizontal. Je n'ai pas besoin de passer par le haut. Bien sûr que je ne vis pas avec Saint-Esprit. J'ai besoin de subventions, j'ai besoin de soutien et tout ça. Mais je sais que quand je danse au parc ou dans le studio, ça se passe directement, d'un cœur à l'autre. Voilà. D'un esprit à l'autre, dans la tête. Voilà. C'est des émotions, c'est des messages qui sont des fois très très simples sur l'humanisme, sur l'humanité, sur ta question tout à l'heure, est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un à danser? Bien sûr que oui. Après, c'est toute la question, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Ma mère me demande, est-ce que demain, les pas que tu m'apprends, pourquoi faire? C'est pour monter sur scène? Peut-être à mon âge, à 70 ans, c'est trop tard. Je dis oui. Mais après, bien sûr qu'on peut danser ensemble, on peut danser tous les soirs, tous les matins, dans le salon, dans la salle de bain, on peut chanter, on peut imaginer tas de choses. Merci pour vos réponses. Je pense que d'ailleurs même, on peut retrouver même déjà ce que disait Romain dans vos réponses, que c'est la culture ou l'art en tant qu'artiste, c'est un moyen, par exemple la danse pour vous, d'exprimer vos émotions, d'être en connexion avec l'autre. Donc je trouve ça intéressant. Monsieur, vous avez quelque chose à dire? Oui, si vous me permettez, parce que je trouve très, 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 très beau et très intelligent ce qu'il dit, il l'a dit mieux que moi.
Mais effectivement, cette distinction que j'essayais de faire entre la culture et l'art. La culture, il y a quelque chose de social dedans. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est par rapport aux autres aussi. L'art, c'est un lien direct qu'on a avec effectivement quelque chose qui nous dépasse. Il y a une très jolie phrase de Victor Hugo qui dit l'art est à l'homme ce que la nature est à Dieu. Et alors, je ne sais pas si l'art ou la culture permet en fait de rapprocher les peuples et tout. On peut l'espérer, mais est-ce qu'on en est sûr? Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on veut détruire notre peuple, on s'en prend à sa culture et à son art. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que quand vous voulez, par exemple, si on parle de l'Ukraine, c'est pas anodin quand on tire sur un théâtre et qu'on le détruit. Quand on tire, voilà, Mariupol, quand on tire sur un musée et qu'on le détruit. C'est une manière, en fait, de dire vous ne valez pas, en quelque sorte, les monuments que vous avez créés. Vous ne valez pas l'art que vous avez créé. Donc, quand on détruit les Bouddhas, par exemple, on connaît ça. Et dans toute l'histoire de l'humanité, toutes les guerres et tous les massacres ont été précédés ou sont allés avec des destructions de patrimoine et des destructions d'art. C'est exact. Merci beaucoup. On peut déjà voir sur ce que porte Monsieur Mitya, on voit les couleurs de l'Ukraine. On sait déjà ce qui se passe autour de nous en Europe aujourd'hui. Nous sommes divisés vraiment. Et il se passe beaucoup de choses terribles. Nous sommes vraiment en temps de tension, en temps de conflit. Maintenant, bon, est-ce que la culture, ça peut enfin nous permettre de retrouver la paix, de célébrer ensemble, de fédérer plutôt que d'être divisés? Est-ce que, selon vous, la culture peut être un instrument de paix, par exemple? Monsieur Damien, c'est à vous que je pose cette question. Écoutez, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Je ne me sens pas très légitime, en réalité, pour y répondre. Je serais bien trop... Enfin, je ne suis pas assez, je pense, sachant pour dire si effectivement la culture peut amener la paix. Par contre, la culture peut être un certain vecteur de paix, oui. La candidature, notamment notre candidature, Montpellier 2028, s'inscrit bien sûr dans cette volonté d'être un vecteur de paix à sa mesure, bien sûr, à sa mesure. Maintenant, c'est très compliqué, votre question, elle est vraiment extrêmement complexe parce qu'elle est aussi liée à des enjeux à la fois géopolitiques, de peuple, de population, et puis des enjeux qui dépassent des fois, malheureusement, de loin ceux de la culture. Mais j'en reviens aussi à ce que disait Numa, effectivement, sur la question de la culture, où tu disais que on ne reconnaît pas finalement que l'art que produisent les peuples, vous n'êtes pas au niveau de cet art que vous avez produit. Il y a aussi la question de ne pas reconnaître en fait l'art et votre culture. C'est-à-dire, on ne reconnaît pas votre culture, on ne reconnaît pas votre art en tant que quelque chose finalement qui a lieu de cité. Et c'est vrai, par contre, on peut faire un vœu, je ne peux pas mettre de réponse, mais faire un vœu à dire que la culture, de manière générale, devrait aussi être transversale. Et d'ailleurs, c'est un des piliers de la candidature de Montpellier 2028, trans, point d'interrogation, doit être transversale et doit amener, peut-être, en tout cas, essayer d'amener les peuples entre eux, de plutôt comprendre leur culture plutôt que de ne pas la reconnaître quand il y a un conflit. D'accord. Monsieur Talat, vous pouvez continuer. La notion de paix et la culture, en quoi la culture peut être quelque chose qu'on peut utiliser par exemple pour promouvoir la paix dans le monde? Je voudrais simplement dire quelque chose à propos de la danse, mais c'est une anecdote. La première manifestation de l'art, elle est disputée entre la peinture, robuste, etc., et la danse. C'est-à-dire que les chasseurs qui hier, etc., ils avaient des rites pour aller à la chasse. C'était une culture. C'était un art et une culture aussi.
Maintenant, la culture. Ouais, la c'est-à-dire que culture, moi, j'ai des mal. Les acteurs culturels ne sont pas des curés pour aller conseiller les gens, etc. Ça n'existe pas, ça. Les acteurs culturels, et parfois, il faut savoir que dans les Mexiques, dans la guerre civile au Mexique au XIXe siècle, etc., il y avait des peintres qui étaient vraiment des combattants. Picasso, ce n'était pas un bisounours du tout. Il a participé à sa manière de condamner le régime. Donc, moi, je reste à ma position que la culture, elle n'est pas neutre. Bon. Il y a des cultures avec la vie. Il y a des cultures pour la vie, pour les hommes, pour le progrès. Il y a une culture rétrograde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste des projets nazis d'architecture et de peinture? Zéro. Quelques toiles mauvaises d'Adolf Hitler, qui fait rire d'ailleurs. Bon. Et qu'est-ce qui reste des artistes mineurs dans qu'on l'appelait mineurs dans l'Allemagne, mais c'est des grands artistes. Et tout le monde, la Russie ou la URSS, il y avait des artistes complètement propagandistes, mais il y avait quand même des artistes qui ont participé vraiment à l'essor de l'expressionnisme, mais de manière très forte. Bon, ça c'est une chose. Alors donc après, moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, à savoir, c'est une question que je pose au collectif. Un architecte comme Le Corbusier, quand il fait, donc il a plein d'œuvres en France, qu'il soit à Marseille, qu'il soit à côté de Lyon, il a une chapelle magnifique, des maisons, etc. Est-ce qu'il n'envoie pas des signes? Est-ce qu'il n'est pas à la fois architecte et artiste? Bon. Sir Norman Foster, quand il fait la viaduc de Millau, quand on passe sur la viaduc de Millau, on a la chair de poule parce que c'est magnifique. C'est un vaisseau dans l'espace. Donc, c'est un architecte et en même temps un artiste. Rudi Richuti, quand il fait les mémorials de Rivesaltes, c'est un artiste aussi. Donc il y a le fait que la culture chapeaute beaucoup de choses. L'art, c'est très important parce qu'il s'adresse à l'affect. C'est très important. L'art, il s'adresse à l'affect. Quand je suis devant un tableau, je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il dit le tableau. Je suis d'abord happé par le tableau. C'est comme un très bon film, comme une très très bonne musique. C'est l'affect qui réagit. Mais après, va dire à une famille qui sont 10 dans un appartement de 75 mètres carrés, qu'ils bouclent la fin des mois très difficilement, et va leur parler des arts et des cultures et de laïcité. Donc dans ces cas-là, il faut, bien sûr, il y a un minimum de choses, mais peut-être pas simplement par l'art qu'ils vont s'en sortir. D'accord. Pas seulement par la culture. Ok, parfait. Vous voulez rebondir ou quelque chose? Allez-y. Si je peux, je me permets. D'abord, je considère que l'architecture est un art. Donc, en fait, tout de suite, alors, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un art. C'est un architecte qui parle, hein? C'est un art. Et après, ce que je veux dire, c'est que justement, je pense que l'un de nos objectifs aussi, c'est de réussir à faire en sorte que les personnes dont vous parlez, la famille dont vous parlez, qui sont 6 dans un appartement, etc., puissent accéder à l'art. Ça, par contre, pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est en ça que je dis que ça doit être aussi important que le pain. Mais je vais vous prendre un exemple juste. Quand l'État islamique, Daesh, est arrivé à Palmyre et qu'ils ont pris Palmyre, souvent, on a tendance à dire, surtout qu'il faut s'enfuir et d'abord sauver les hommes et les femmes avant de sauver les restes de Palmyre. Eh bien, il y a un homme qui est resté, qui était le conservateur, un homme remarquable. Et pourquoi il est resté? Parce qu'il espérait, par son corps, sauver Palmyre. Et il a été décapité. Et on voit à cet exemple
comme, y compris dans des situations de guerre, dans des situations de famine, dans des situations de grandes difficultés, il y a des gens qui se sacrifient pour l'art. C'est peut-être parce que finalement, l'art est ce qu'il y a de mieux en nous, ou en tout cas peut-être une de nos grandes forces d'aspiration. Voilà, et je crois que c'est pour ça qu'il ne faut jamais, il faut toujours lutter contre la tentation d'opposer l'art et ce qu'il y a de plus grand en nous, ce qu'on laisse, comme vous dites, à nos besoins vitaux, manger et se loger. Bon, moi, je continue avec vous. Vous allez nous parler maintenant de l'exposition. Musée en exil, c'est quoi? Et bon, ça a déjà commencé il y a longtemps, depuis le 11 novembre. Ça continue jusqu'en février. Parlez-nous un peu de cette exposition. Eh bien, Musée en exil, en fait, c'est un peu une discussion sur ce sujet-là. Nous avons voulu dire dans cette exposition que l'art, précisément, n'est jamais un luxe, y compris dans des situations très dures. Et nous avons pris donc des exemples de musées qui ont été créés par des peuples qui étaient en guerre ou en guerre civile. Je vais donner les trois exemples. Donc vous avez Santiago du Chili, nous sommes dans les années 70, qui sont des années extrêmement politiques. Et vous avez Allende, qui est le président donc, du Chili, qui est renversé par un coup d'État de Augusto Pinochet, le 11 septembre, absolument, et qui est en fait soutenu par la CIA. On l'a su très vite. Et donc, Allende avait créé un musée d'art moderne et contemporain qui est vidé, qui est détruit, qui est vandalisé par les troupes de Pinochet. Et donc vous avez des artistes chiliens et des commissaires d'expo, des intellectuels chiliens qui se retrouvent en France et qui décident en France de réunir des œuvres données par des artistes français ou chiliens, etc., pour créer un musée qui sera un jour reconstitué à Santiago du Chili, le jour où la démocratie reviendra. C'est ce qui s'est passé dans les années 80, et donc ce musée a été créé. Il est aujourd'hui l'un des plus grands d'Amérique latine. Deuxième exemple, donc nous sommes à Sarajevo, nous sommes dans les années 90. Sarajevo est détruite, la bibliothèque nationale de Sarajevo, qui était une merveille, est détruite par les bombes, et des artistes décident en fait, pareil, de donner des œuvres pour un jour qu'il y a un musée à Sarajevo quand la paix reviendra. Les œuvres sont reparties à Sarajevo et le musée n'a toujours pas été construit, mais nous espérons qu'il va l'être bientôt. Troisième et dernier exemple, c'est le seul de ces musées qui est encore en exil, c'est le musée de la Palestine. C'est-à-dire que vous avez des artistes qui ont décidé de donner des œuvres qui sont aujourd'hui conservées à l'Institut du monde arabe pour le jour où la Palestine aura un territoire, aura une capitale, peut-être Jérusalem-Est, et que dans cette optique, elle aura un musée avec ces œuvres-là. Et je finis juste en vous racontant cette anecdote que m'a racontée Elias Sambar, qui est ce poète qui a été le traducteur de Mahmoud Darwish et qui est un grand intellectuel, qui a été ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, qui a joué un rôle historique dans la reconnaissance de la Palestine, et qui m'expliquait que la première fois que les œuvres du musée de la Palestine ont été montrées, ils ont invité des enfants palestiniens qui sont venus, qui regardaient ça et qui étaient en joie, qui étaient très heureux, qui rigolaient. Et c'est des œuvres qui sont d'art contemporain, parfois difficiles, donc ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait cette joie. Et ils voyaient que les enfants lisaient les cartels. Et sur les cartels, vous savez, il y a marqué « Musée national de la Palestine ». Et donc il a dit « Mais qu'est-ce qui vous plaît tant ?» Il dit, et les enfants disaient « Ça veut dire que nous aussi, nous avons un musée ». Et voyez des gens qui sont donc en exil eux-mêmes, qui sont dans les pires difficultés et qui en fait éprouvent une sorte de fierté, de joie à avoir un musée national. Et c'est ce que disait Malraux. Malraux disait un musée, ce n'est pas 4 murs, etc. Avant tout, c'est une idée. Le musée est le seul endroit du monde qui échappe à la mort. Et donc avoir un musée, pour un peuple, c'est échapper à la mort. Parfait. Une dernière question. Ça finit quand l'exposition? Elle finit le 5 février. Ah, d'accord. Bon, je pense qu'on va vraiment, parce que nous sommes talonnés par le temps, on va vraiment essayer un peu de voler. Oui. Là, très brièvement, parce que nous sommes talonnés. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'on a parlé de tout
Mais on n'a pas parlé de la candidature de Montpellier, capitale européenne de la culture 2028. On va en parler justement. Pourquoi moi j'y tiens beaucoup à dire deux mots. Je dis simplement Montpellier est très légitime dans cette candidature. Parce qu'il y a 40 ans, il a fait le choix de la culture, vecteur de cohésion sociale, vecteur d'excellence et surtout vecteur de qualité. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi la culture tape à l'œil, il n'a pas choisi la culture démagogique, il n'a pas choisi la culture divertissement, ni animation. Il a choisi des cultures de qualité et des fonds. Bon. Et le dernier acte qui était fait, c'était là, nous sommes là-dedans, c'est un musée. Voilà, donc je pense Montpellier, il est vraiment légitime. Parfait. Ok, d'accord. Bon, je ne sais pas, monsieur Damien, si vous avez quelque chose. De toutes les façons, on est là dans le cadre de la candidature de Montpellier. Vous avez déjà évoqué pourquoi la culture elle est importante pour vous. Il faut prendre votre temps. Vous avez tout votre temps. Si vous avez quelque chose à ajouter sur ça, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que bon. Je ne vais pas le contredire. Hein. Je ne vais pas dire que Montpellier n'est pas légitime pour être voilà, c'est ça. Capitale européenne de la culture, bien sûr. Bien. Donc je pense que déjà, on aura encore un petit peu de temps peut-être pour évoquer le sujet. Exactement. Maintenant, on va vraiment évoluer parce que il y a des lauréats. Et après, il y a eu des appels à projets et puis il y a des lauréats, des associations qui ont été choisies pour porter des projets innovants dans le cadre de cette candidature. Je viens sur les loustiques du PIC. D'abord, même dites-nous pourquoi vous avez décidé de participer à cet appel à projet et qu'est-ce que vous allez nous proposer. Alors l'association Les Loustiques du Pic, elle réunit des orchestres amateurs, elle les accompagne, notamment des orchestres composés de jeunes. Et la fanfare des Loustiques du Pic, elle réunit 30 musiciens de 7 à 18 ans. On a voulu postuler donc à participer à cette candidature de Montpellier, parce que tous les jeunes qui font partie de notre fanfare sont du territoire et on voulait qu'ils puissent, à travers une composition, une création qui leur appartiendrait entièrement, donner leur vision de leur ville et donner leur vision de cette candidature et y contribuer par leur musique. Donc on a réuni 40 musiciens des conservateurs de Montpellier, de Sète, d'écoles de musique de tout le département, également de la fanfare des Loustiques du Pic. Et donc ils ont composé un hymne accompagné par des grands professionnels. Ils ont composé un hymne entièrement de A à Z en ayant comme réflexion quelle est notre vision de notre ville, quelle est notre vision de l'Europe et comment participer à cette candidature pour laquelle évidemment ils sont enthousiastes parce qu'en 2028 ils seront adultes et donc voilà, c'était l'esprit de notre projet et on est très heureux d'y participer et de participer à cette candidature. D'accord. Justement, on dit toujours le but de l'émission, c'est que comment la culture peut participer à la solidarité. Est-ce que, selon vous, tout ça, votre projet, ça contribue aussi à la solidarité entre les nations européennes? Oui, bien sûr. Déjà, Montpellier est une terre qui réunit des gens de plein d'origines différentes. Oui. Et puis, l'art, c'est aussi la jeunesse. Donc, en fait, en ayant eux-mêmes une réflexion sur qu'est-ce que c'est le vivre ensemble, de partager ensemble, de créer collectivement, en étant tous valorisés, tous partenaires, pour eux, c'est une manière d'être européen, d'être plus qu'européen, d'être dans le partage. Donc effectivement, le dialogue entre enfants, c'est la base du dialogue entre adultes. D'accord. Romain, toi, tu es jeune. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment a été l'expérience en participant à ce projet? Tu peux nous dire un peu comment ça a été? Où est-ce que vous en êtes? Vous avez fini de composer l'hymne ou bien il y a encore du chemin à faire? Alors l'expérience elle a vraiment été extrêmement intéressante pour nous parce que c'est quelque chose de nouveau. Voilà, pour l'instant on était surtout des musiciens, donc on jouait avec des partitions. En tout cas, on n'avait jamais créé une musique. Et là, on a eu la chance, vraiment, je peux parler de chance, de créer une musique. Et vraiment, c'est notre projet, on se l'est vraiment approprié. Et encore une fois, je reviens, c'est vraiment une chance pour nous. Donc, pour l'instant, on a eu 2 résidences de création. On s'est réunis donc 2 week-ends, il y a à peu près 1 mois et là c'est le week-end dernier, pour justement réunir nos idées,
les échanger, parce que là encore, c'est une notion de transmission, d'échange, et réunir nos visions de l'Europe, de notre ville, pour arriver ensuite à une musique là qui est en voie de finalisation. On a l'original, maintenant on est en train de la travailler, de peaufiner les détails, pour pouvoir ensuite l'enregistrer début décembre. Ok. Et donc pour nous, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un privilège, parce que on peut créer quelque chose qu'on n'a encore pas pu faire. Et ce qui est vraiment intéressant, je ne vais pas encore parler de ça, mais de l'ambiance qui était entre nous, parce que on a un groupe de musique, on a avant tout des amis, et là aussi c'est une chance incroyable de pouvoir jouer entre nous. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas tous le même âge. Oui, on est tous, on va dire, enfants, mais ça va de 8 à 18 ans. Donc on n'a pas les mêmes notions. Ouais. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est justement dans ce processus de création, c'est souvent les enfants les plus jeunes qui avaient le plus d'idées. Ah ouais. Et là aussi, il y a vraiment cette notion d'échange et de s'enrichir par ce qu'apporte l'autre, qui était vraiment extrêmement importante. Ah, super. En parlant de ça, je suis très jaloux de toi. J'ai envie de devenir artiste en même temps. Alors, je reviens vers vous, la danse Platforma. Vous aussi, vous avez été choisi. Et dites-nous aussi, pourquoi d'abord vous avez décidé de participer à ce projet-là, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quelles sont les activités que vous avez proposées dans ce sens déjà? Nous, c'était évident qu'on allait postuler à la candidature, puisque notre projet, il existait déjà depuis 3 ans. On travaillait sur justement des relations qu'on pouvait mettre en place, notamment avec les artistes russes de danse contemporaine, parce que c'était très... Mon Mita est d'origine russe, il a dit, enfin il est russe, tout court. Et c'est vrai que c'était très complexe de travailler en relation avec ces artistes. Il y avait beaucoup de problématiques. On voit aujourd'hui, je ne dis pas que c'était les problématiques qui ont amené à la guerre, mais disons qu'on sentait vraiment qu'il y avait vraiment des replis, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc nous, ce qui nous intéressait, c'était l'aspect de la culture. On en a assez parlé, mais c'était la notion capitale européenne de la culture, Europe. Oui. C'est le mot Europe qui pour nous résonne dans notre projet. Parce qu'on est totalement en relation avec d'autres pays européens et d'autres danseurs d'autres pays européens. Et ce qui nous pousse aussi à continuer dans notre programme, c'est que par rapport à ce qui traverse ces zones d'Europe avec lesquelles on travaille, ces artistes avec lesquels on travaille, c'est qu'on se pose la question comment un jeune artiste, on a parlé du jeune musicien, un jeune chorégraphe, un jeune artiste peut créer aujourd'hui dans ce contexte-là que personne n'a connu avant lui. Parce que je ne pense pas que des artistes de cet âge-là, 30, 40 ans, 50 ans, aient créé et grandi dans un contexte de guerre en France en tous les cas, en Allemagne ou dans nos pays ici. Donc nous, l'idée, c'est de vraiment faire des passerelles, des rencontres entre les danseurs de ces pays et les danseurs ici en France, pour créer des rencontres, mieux se connaître, mieux échanger et essayer dans un futur proche travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de Danse Platforma. Et là, pour la prochaine édition, c'est en janvier, c'est du 23 au 28 janvier. Il y aura des spectacles, il y aura des tables rondes, il y aura des ateliers, des rencontres. On ouvre aussi aux jeunes chorégraphes français cette année. Voilà. Donc bientôt le programme va sortir, tous les lieux seront définis, c'est encore un petit peu en cours, parce que monter un projet avec des artistes de l'Est qui met en jeu ces thématiques, c'est pas facile. Mais bon, nous on continue et on y croit. Voilà. Mithia, tu as quelque chose à ajouter par rapport au projet? Pour toi, pourquoi c'était important de participer à cet appel à projet dans le cadre de la candidature de Montpellier au titre de la capitale européenne de la culture 2028? On va dire que le projet de Danse Platforma existait déjà depuis 2019. C'était la suite de jumelage de notre ville Montpellier avec une autre ville en Russie, Kalouga. C'était une volonté de Philippe Sorel, l'époque. Nathalie, moi, nous avons tout d'abord convaincu M. Sorel ajouter le pack culturel dans ce jumelage, qui n'était pas le cas au départ. Okay.
Donc, première édition s'est déroulée en 21 au Domaine d'Eau, au théâtre Jean-Claude Carrière. À partir du 24 février, quand la Russie envahit l'Ukraine, aussi mon pays natal, pour nous, c'était hors de question de continuer dans ce format, dans cette formule qu'il existait. Parce que, tout d'abord, Poutine il fait la guerre pas seulement à l'Ukraine, mais au monde entier. 2, comment extraire des artistes russes, comment l'attribuer, j'ose le dire, un bon russe, mauvais russe, comment trier dans tout dans un grand panier où il y a des artistes qui sont des artistes dissidents, opposés au régime de Poutine, d'un côté, de l'autre, qui ne se prononcent même pas. On ne sait pas leur position. Est-ce qu'ils sont pour la guerre? Est-ce qu'ils sont contre ce régime? Donc, voilà. Autre chose importante à ajouter qu'on a décidé avec l'équipe dans ce format, c'est de rebaptiser le projet de Danse Platforma qui était plateforme de danse contemporaine russe, point barre. On se dit, à partir de ce moment-là, c'est pas seulement la Russie et les artistes russes avec qui nous sommes toujours en dialogue, ce qui est très important. Oui. Continuer, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vont atterrir, de quel côté. Donc il faut continuer ce dialogue. On voulait surtout soutenir toutes les artistes des pays dits frontalières, Pologne, Roumanie, Ukraine bien évidemment, parce tout à l'heure Nathalie vient de dire aujourd'hui, pendant la guerre, où chercher la source d'inspiration pour un artiste? Déjà, est-ce qu'il y en a un? Quand on est ici en France, en Europe, et on sait que le soir, on va se mettre dans un magnifique fauteuil, devant le télé, peut-être allumer le cheminée, mais les Ukrainiens, ils n'ont même pas le toit. Donc, est-ce que dans ces conditions-là, est-ce qu'ils continuent de créer? Est-ce qu'ils continuent de danser? C'est une grande point d'interrogation que nous, on s'est posé, Nathalie et moi, et l'équipe dans ce format. C'est une chose. Autre chose importante qui répond d'une manière ou d'une autre à notre devoir citoyen, que oui, on souhaite aujourd'hui réunir les artistes sur une même scène, autour de même événement, les artistes qui s'entendent même pas dans la vie quotidienne, éprouver, pas au monde entier, mais en tout cas éprouver ne serait-ce qu'à nous que ce dialogue est possible. D'accord. Autre chose importante, c'est que la semaine dernière, on a fait les journées de solidarité vers les artistes ukrainiens et les artistes russes dissidents, organisées à Caen, dans un lieu qui s'appelle Dansoir. Et on a bien vu que c'est possible. D'accord. Voilà. Difficile, mais c'est possible. D'accord, merci. D'accord. C'est pas fini, hein. Nous avons encore aussi Confluence aussi qui a porté un projet, et M. Talat avec les internationaux de la guitare qui va nous aussi parler de pourquoi c'était important aussi de participer à ce projet. Et bon, c'est toujours bien de parler beaucoup de culture et d'art et un peu moins de politique. Bon. Ouais, c'est vrai. Bon. C'est vrai. C'est mieux. C'est mieux parce que quand on parle de politique, ou bien on a vraiment des clairvoyances sans borne, mais bon. Enfin. Et notre projet, il était basé sur deux choses, deux colonnes, deux supports. D'abord, que les artistes émergents dans beaucoup de pays européens viennent sur les scènes de Montpellier et toutes les communes et toutes les intercommunalités qui participent. Des Agde au Grand Pic Saint-Loup, Billet de Lunel, Vallée de l'Hérault, etc., etc., et à Montpellier, bien sûr. Voilà. Total. Voilà, donc, il y a l'archive à côté de moi. Ah ouais. Donc, ça, c'était très important que les artistes... Donc, pour moi, un artiste anglais, c'est un artiste qui vient de l'Europe. Un artiste serbo-croate ou serbo-bosniaque comme Goran Bregovic, c'est un artiste européen. Bon. Des artistes italiens, c'est un artiste européen, etc., etc.
Donc c'était amener des artistes émergents et confirmés des pays européens. Et après, ça, c'était, je dirais, les spectres des différentes musiques, donc des genres, et des différents pays. Et combien de pays déjà? Il y avait 11 pays. Okay. 11 pays. Okay. Il y avait 11 nationalités européennes. Après, c'était comment, dans l'architecture du festival, dans ces actions, parce que le festival il a plusieurs axes. Un des axes très importants du festival, c'est le développement culturel vers les populations dites, entre des guillemets, empêchées, défavorisées, etc., etc., dans le cadre politique de la ville, du quartier difficile, etc., c'est comment amener l'Europe. Mais l'Europe intelligemment, parce qu'il ne faut pas aller parler avec les gens de l'Europe comme ça. Il faut amener des choses très, très pratiques. Okay. Bon. Et surtout des factuels et des choses qui leur parlent. Et c'est ça qu'on l'a fait. On l'a fait avec les Pieds des Lunelles, où on a un travail qui dure depuis avril jusqu'à octobre. On l'a fait avec la Paillade, le Mosson, ouais. Avec pareil d'avril, etc. Et après, on n'oublie pas la France là-dedans, c'est-à-dire que la France, c'est quand même un pays européen et c'est un pays fondateur de l'Union européenne. Donc, il y avait la France à côté des pays des Balkans, à côté de l'Allemagne, à côté donc ça, c'était dans... Donc, il y avait comment l'Europe, l'idée de l'Europe, soit pas une idée abstraite, soit une idée que les gens les voient dans la musique, on a fait un carnaval, mais un carnaval européen, que c'est les enfants qui l'ont fabriqué, le carnaval de A à Z. Les habits, les paroles, la musique, etc. Donc voilà, c'était ça. Après, je dirais les sous-passements de tout ça, que l'Europe, ce n'est pas une idée uniquement de cohésion. Non, c'est une idée aussi comment l'Europe qu'on souhaite, Europe sociale, Europe intelligente, Europe qui est basée sur la recherche, sur la culture, voilà, c'est très important. Parce que les fonds européens ou les fonds consacrés par l'Europe à la culture, c'est rien à voir avec des fonds consacrés à des choses qui ne nous intéressent pas. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas, c'est flagrant, quoi, les déséquilibres. Donc, nous, on essaye aussi d'être les porte-parole que l'Europe de la culture doit être un véritable moteur de la culture. C'est comme l'Europe sociale doit intervenir dans les problèmes sociaux qui est en train d'exploser partout. Et après, on a vu pendant le Covid que l'Europe, elle peut. D'accord. Est-ce que vous avez des concerts en vue ou pas encore? Des concerts Non, mais ça, c'est passé déjà. C'est pour les projets qui à venir, parce qu'il y a des appels à projets, je pense, pendant l'année. Oui, nous, on ne participe pas au début de l'année, on participe au projet dans la deuxième, comme on dit de manière un peu familière, dans la deuxième fournée. Justement rebondir sur la question des appels à projets, parce que les artistes et associations donc, qui sont invités ici ont répondent à des appels à projets de Montpellier 2028. Et effectivement, comme ça a été justement rappelé, il y a eu un premier appel à projets donc, au tout début de l'été avec une enveloppe de 700 000 € qui était attribuée à 48 projets donc, qui ont été sélectionnés et qui petit à petit, donc, comme notamment notre hymne, je crois que c'est le 10 décembre que notre hymne va être dévoilé, donc on a hâte de l'entendre. Et il y aura, bien sûr, en ce moment un deuxième appel à projet qui se termine le 4 décembre d'ailleurs. Donc on invite les associations, les artistes qui veulent se manifester à répondre à cet appel à projet pour justement construire ensemble la candidature de Montpellier 2028. D'accord. Bon, je continue toujours avec vous. Actuellement, vous en êtes où? Alors, l'échéance, donc là, globalement, la candidature, on est dans la construction de la candidature. L'échéance, la grosse échéance, en fait, c'est la remise donc, du dossier, et là, c'est pour le 2 janvier de 2023. Okay. Il y a une présélection qui va être effectuée. Ça, c'est en mars 2023. Okay. Et là, on saura donc si on continue donc, cette aventure pour
aller vers, donc là il y aura quelques villes qui vont être présélectionnées et on saura après, donc à la toute fin 2023, si effectivement on est élu capitale européenne de la culture pour 2028. Et alors là, nous aurons 4 années pour nous y préparer et puis surtout aussi faire vivre la culture sur l'ensemble du territoire avec les communes qui composent donc cette candidature et celles qui petit à petit aussi se rattachent parce que tout ça évolue. D'accord. On termine avec vous. Ah, merci. D'ici 2028, comment vous trouvez, c'est quoi votre ambition de Montpellier? Quel rêve pour Montpellier? Ouh là là, alors là, il faudrait parler, il faudrait peut-être poser cette question au maire et président de la métropole. Moi, en tant qu'administrateur, notre ambition, c'est de porter cette candidature. Notre ambition aussi, c'est de porter la culture et les arts, finalement, dans l'ensemble des territoires, et pas que dans les... Justement, pas que dans la métropole montpelliéraine, pas que non plus dans la ville de Sète, qui est déjà quand même une grande ville d'art et de culture, mais dans l'ensemble des territoires, dans des territoires finalement avec des villes qu'on appelle les villes périphériques aussi, hein, les villes souvent dont on dit qu'elles ferment le rideau de fer quoi, hein, sur les magasins, des villes qui quelque part sont un peu satellites et qui à travers la culture, voilà, l'ODEV notamment, ça c'est, là c'est, on parle, là on fait un peu de prospective sur notre candidature, mais effectivement des villes qui par la culture peut-être peuvent avoir un autre essor. Et ça c'est vraiment important que, on parlait des peuples, alors au niveau du monde entier, moi comme je le disais, je ne suis pas très légitime pour en parler, par contre la question territoriale, je la comprends un petit peu mieux, et ces villes périphériques, ces villes de moyenne importance, c'est ces villes-là aussi qui peuvent bénéficier de ces arts qu'on porte sur ces territoires. D'accord. Je pense que je vais essayer de donner au moins, pour chaque structure, vous avez 20 secondes seulement pour me dire votre dernier mot. Oui, on commence par vous, votre dernier mot. Donc, on présentera l'hymne qu'on a composé, que les jeunes ont composé le 10 décembre à Clapier à 18h dans l'espace Jean Pinceau. Et on vous invite, c'est une manifestation qui sera gratuite avec un concert de la fanfare des Loustiques du Pic, la présentation de l'hymne, une belle soirée en perspective. D'accord. Merci, c'est bien noté. Monsieur Talat. Romain, vas-y, toi aussi, tu as droit à 20 secondes. Voilà, comme l'a dit Alain, concert le 10 décembre. Rendez-vous à Clapier. Voilà, et pour nous, en tout cas, on tient à remercier Montpellier de nous avoir laissé la possibilité de s'exprimer, de nous exprimer, de donner notre vision pour ce projet. Merci. Monsieur Talat. Bon, et chaque acteur culturel, il prend ses responsabilités. Nous, on a pris nos responsabilités. Qu'on soit lauréat ou pas lauréat, notre programmation actuellement, les programmations pour les 4 années à venir, espérons quand même que Montpellier va gagner, elle tourne autour de cette candidature et l'Europe et les plans de talent. D'accord. Merci. Monsieur Nouman, allez-y. Non, moi juste pour dire que, en effet, cette candidature est importante, mais je crois que ce que vient de dire Talat aussi est très important, c'est-à-dire que qu'on soit lauréat ou pas, nous l'idée c'est de faire vivre de toute façon l'art et la culture dans ce territoire, au-delà de ce qui peut être un label, au-delà de voilà, parce que qu'on gagne, ce serait formidable, mais même si on perd, il faut qu'on continue à avoir cette ambition. C'est pas simplement une question de label, comme disait Chateaubriand. L'homme est né avec un cœur trop grand dans un monde trop vide. Merci. Mithia, 20 secondes. J'ai complètement oublié, mais nous, dans le cadre de la candidature de Montpellier 28, ce sont 2 cafés citoyens qu'on met en place au mois de décembre pour discuter, échanger avec les publics. Voilà. Alors, ça va se passer le 1er décembre, ça va être 18h au Café du Dôme, et ça va être le 8 décembre à la Preuve par 7 à l'ancienne gare à Lunel. D'accord. Voilà. Et ensuite, dans ce plateformat du 23 au 28 janvier à Montpellier, dans différents lieux de la métropole, dans ce plateformat.com. Voilà. Parfait. Je pense qu'il faut qu'on fasse tous comme ça pour la victoire de Montpellier, pour la candidature. Voilà. D'accord. Avant de le faire, Mithia dit quelque chose aussi pour 20 secondes. Le dernier mot que je voulais ajouter, justement, parce que j'ai cité tout à l'heure qu'il y aura des artistes ukrainiens, il y aura des artistes polonais,
roumain, jeune chorégraphe français qui débute. C'est important aussi de penser à la jeunesse. L'époque où on y était tous. Et je ne sais pas si vous étiez bien aidés, moi non, pas suffisamment. Donc c'est pour ça qu'on pousse, on donne un coup de pouce aux jeunes. Et comme je disais aussi les artistes russes dissidents, opposés au régime. Donc rendez-vous au mois de janvier. Merci. D'accord, merci. Comme l'a dit M. Talat, que chaque acteur culturel prenne ses responsabilités. Et on fait quoi, M. Talat, on fait quoi pour la victoire là, de Montpellier? De Montpellier. Alors, vive l'art, vive la culture, vive l'Ukraine. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct sur la page Facebook de Kaina TV. Nous étions en direct. Nous avons discuté de la candidature de Montpellier au titre de la capitale européenne de la culture 2028 et la place de la culture comme facteur de solidarité entre les nations européennes. Merci à tous nos partenaires, la ville de Montpellier et la métropole. Merci aussi au MOCO qui nous a permis d'avoir cette émission ici. Merci bien évidemment à toute l'équipe de Montpellier 2028 représentée aujourd'hui par M. Damien. Merci aussi à vous les invités. Vous avez été très pertinents dans vos interventions. On vous remercie. Merci à tous les reporters citoyens numériques de Kaina TV. Merci à Nora. Merci à Pierre, Imen, Emma, Ouria, Hamza. Merci à Selim. Merci aussi à Johanna qui n'est pas avec nous malheureusement parce qu'elle est malade. On lui souhaite prompte guérison. Merci aussi aux techniciens audiovisuels de Kaina TV, Abderrahim Bassaoud. Merci à Jean-Fabrice, notre reporter, notre journaliste reporter d'image. Bien évidemment, merci au directeur Akli Aliouat. Merci à Célia Ogero qui m'a vraiment aidé dans la préparation de cette émission. Merci à tous pour moi. J'espère vous retrouver très bientôt, très bientôt, pour une prochaine émission. Au revoir.